Wolfgang Amadeus Mozart. S'il fallait choisir un nom pour illustrer le génie, ça serait celui-là sans aucun doute et à juste titre. Dans cette vidéo, on va plonger rapidement dans la vie de ce compositeur, essayer de se représenter son caractère, ses traits de personnalité, puis comme dans la vidéo sur Bach, on essaiera de voir si on peut extraire un propos philosophique de sa musique. Pour commencer, je voudrais vous demander de vous imaginer ce que vous faisiez à 6 ans. Personnellement, j'étais au CP, je crois que je jouais aux billes dans la cour de récréation. Mozart, à 6 ans, lui, il savait déjà parfaitement écrire la musique. On dit d'ailleurs qu'il savait lire une partition avant de savoir lire des mots, et commençait même à composer. D'ailleurs, ce qu'on est en train d'écouter, justement, c'est le petit Mozart qu'il a écrit à 6 ans et quelques mois. Si c'était un compositeur adulte de la même période qui aurait écrit ça, on aurait dit que c'est un peu médiocre, mais néanmoins charmant. Par contre, composer ça à 6 ans, ça annonce une forme de génie que le monde n'est pas prêt d'oublier. Mais revenons, si vous le voulez bien, 6 ans plus tôt. Le 27 janvier 1756 à 8h du soir, jour où Wolfgang Amadeus Mozart poussa ses premiers cris. On ignore d'ailleurs si ces hurlements de bébé respectaient déjà une certaine forme d'harmonie, l'histoire ne le dit pas. Quoi qu'il en soit, il est le fils de Léopold Mozart et Anna Maria Mozart, et si on voudrait se représenter la situation sociale du foyer, on pourrait dire simplement qu'il s'agit de la petite bourgeoisie autrichienne de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mozart, en plus de naître avec un don extraordinaire et dans une famille relativement aisée, a une chance immense. Son père est justement un excellent musicien et violoniste, et surtout c'est un spécialiste de la pédagogie musicale, et ce dernier va s'apercevoir très tôt que son fils montre des dispositions exceptionnelles pour la musique, et il va tout faire pour le pousser. On l'a dit, il fait ses premières compositions à 6 ans, à 7 ans il a déjà fait des progrès considérables, et son père s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à tirer du petit Mozart. Il va donc emmener la famille faire une tournée dans toute l'Europe, et le petit Wolfgang, on peut le dire, se retrouve à être exhibé comme un singe savant dans toutes les cours européennes. Il fait ce long voyage qui va durer jusqu'à ses 11 ans. À vrai dire, ça marche très bien, puisque la haute société est fascinée par le talent ultra précoce du petit virtuose. Et je veux aussi vous dire que ce genre de pratique à l'époque, c'est pas du tout quelque chose d'isolé. Il y a littéralement des centaines d'enfants musiciens prodiges qui sont exhibés un peu dans toutes les cours européennes pour divertir la haute société. Mais Mozart, il est quand même un cran au-dessus. Il est très créatif, il improvise très bien, il maîtrise le clavecin, l'orgue, le violon et le piano, qui est une grande nouveauté de l'époque. Bon, c'est un voyage qui est très bien documenté, il y a plein d'articles qui en parlent. Juste 2 anecdotes sympathiques que je voudrais vous dire. La première, c'est quand la famille Mozart se trouve à Londres, il y a un type qui s'appelle Barrington, qui est un naturaliste qui étudie précisément les enfants prodiges, et en fait il pense que Mozart est une arnaque, que Mozart comprend rien à la musique et qu'il joue juste mécaniquement des trucs que lui apprend son père. Donc en fait il va faire un examen extrêmement poussé pendant plusieurs heures au petit Mozart, et à la fin il se rend à l'évidence, Mozart est bel et bien un grand génie de la musique pour son âge. L'autre anecdote qui est simplement une citation d'un diplomate qui a assisté à un concert de Mozart et qui nous dit « Maintenant, pour une fois dans ma vie, j'ai vu un miracle, c'est le premier ». Bon, on va laisser là l'enfance de Mozart. Il y a simplement une dernière petite histoire que j'aimerais vous dire concernant sa jeunesse, et pour que vous la compreniez bien, il faut que je vous fasse écouter quelque chose. C'est magnifique, non ? Et bien cette œuvre qui s'appelle le Miserere et qui a été composée par Allegri, on a une chance exceptionnelle de pouvoir l'entendre parce que pendant presque 2 siècles, elle était jouée dans le plus grand secret par le Vatican, seulement une fois par an dans un contexte très solennel qui s'appelle l'Office des Ténèbres, et c'était strictement interdit de la jouer ailleurs ou d'en faire une copie, sous peine d'être excommunié, donc c'est quand même très sérieux. Et le jeune Mozart de 14 ans, qui se trouve en Italie dans le cadre d'un autre voyage avec son père, il a justement la chance d'assister à une représentation du Miserere dans le chœur de la chapelle Sixtine. Et évidemment, après l'avoir écouté une fois,
il rentre dans l'hôtel où il séjourne et il retranscrit de mémoire toute l'œuvre, qui est quand même d'une immense complexité. Ensuite, c'était prévu que Mozart et son père rencontrent le pape, et justement, le père va raconter au pape l'exploit de son fils. Au début, les autorités ecclésiastiques sont un peu sceptiques, elles pensent qu'en fait ils ont volé une partition et que Mozart l'a simplement recopiée, et finalement ils se rendent compte que Mozart est vraiment un prodige et que c'est bel et bien lui qui a retranscrit l'œuvre après l'avoir écoutée. Au lieu d'être excommunié comme quiconque aurait dû l'être s'il avait reproduit la pièce, le pape est tellement choqué par le talent de Mozart qu'il va le faire chevalier de l'ordre de l'éperon d'or. Pour le reste, comme pour la vidéo sur Bach, je vais essayer de concentrer sa vie professionnelle en un schéma simple. Il va composer comme un acharné chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre, il occupe des postes prestigieux, il se fait introniser dans la franc-maçonnerie, il aura des commandes de l'empereur du Saint-Empire romain germanique Joseph II, on parle de lui un peu dans toute l'Europe, et ça deviendra, toute proportion gardée, une espèce de rockstar au caractère un peu difficile et excentrique. Je passe sur sa relation très compliquée avec le prince-archevêque Colloredo, qui est un de ses employeurs et avec qui ça se passe très mal, et pour ceux qui veulent s'intéresser à sa vie, il y a évidemment le film Amadeus qui est vraiment bien, et son existence, de façon générale, est très bien documentée, contrairement à celle de Bach. Maintenant, on va directement passer aux dernières années de la vie de Mozart, avant d'explorer plus en détail sa musique et la philosophie qu'on peut en extraire. Vous le savez peut-être, Mozart est mort à 35 ans, dans une situation très précaire puisqu'il était malade, isolé à cause de son caractère détestable et endetté jusqu'au cou, parce qu'il menait en train de vie que sa situation financière ne lui permettait pas d'assurer. Il va donc mourir dans la nuit du 5 décembre 1791, et je crois qu'on peut vraiment dire que c'est la musique qui l'a assassiné. Il a travaillé comme un acharné, surtout sur la fin, à tel point que certains ont vu la manifestation de troubles obsessionnels compulsifs concernant la composition. Il est donc dans une situation d'épuisement mental inouïe, déprimé, sa santé est catastrophique, et donc il décède. Après sa mort, il aura droit pratiquement à aucun cérémonial, il n'y a presque personne à son enterrement, et il est simplement balancé dans une fosse commune. Voilà. Ainsi s'achève l'existence de Mozart qui, pour reprendre un mot célèbre de Napoléon, a été celle d'un météore, illuminant de manière fulgurante son siècle musical. Avant de conclure cette partie biographique, je résiste pas à vous dire deux mots sur le physique et la personnalité de Mozart, pour que vous puissiez en avoir une image mentale plus précise pour le reste de la vidéo. Déjà, c'était quelqu'un de tout petit, la tournée qu'il a fait quand il était enfant était épuisante, il dormait peu et les hormones de croissance n'ont pas pu faire leur travail, ce qui fait que notre Mozart mesurait à peine plus d'1,50 m. Il était globalement d'apparence chétive, un peu pâle, il avait attrapé la rougeole et sa peau en était restée marquée, il avait une malformation génétique à l'oreille, des yeux bleus qui, dit-on, témoignaient d'une grande douceur, et des cheveux blonds qu'il avait du mal à domestiquer. Mais c'est surtout sa personnalité qui est digne d'intérêt, et je vous demande de retenir ce que je m'apprête à vous dire pour le reste de la vidéo. Il me semble personnellement que le trait le plus marquant du caractère de Mozart, c'est qu'il n'est jamais devenu adulte. Il est resté comme figé dans l'enfance. C'est comme si sa progression dans la maturité avait été cannibalisée par son génie musical. Et peut-être aussi, et je m'excuse pour cette considération un peu psychanalytique, son père omniprésent a un peu freiné son développement en maturité. Autrement dit, Mozart n'ayant jamais pu tuer le père, comme disent les psychanalystes, peut-être qu'il n'a jamais pu devenir adulte. Évidemment, je me livre encore à des spéculations, mais quoi qu'il en soit, le rapport au monde de Mozart est celui d'un enfant. Il est un peu polisson, rieur, il aime les jeux, il a un humour un peu scatologique, il fait des caprices, enfin vraiment un enfant. Et finalement, le pire ennemi de Mozart, c'était lui-même. Son immaturité dans la gestion de ses affaires va lui valoir d'être très endetté, il est assez antipathique et surtout il développe un orgueil considérable. Je crois pas cependant qu'il était méprisant, mais il avait une extrême estime de son art, aucune modestie quant à celui-ci, et il pouvait se le permettre évidemment, mais tout ce mélange de ces traits de caractère vont faire que Mozart a du mal à se faire apprécier et ses relations avec les autres seront toujours compliquées. On en a fini avec la biographie et le petit portrait physico-affectif de Mozart, et on va maintenant s'intéresser à sa musique en tant que telle et rentrer dans la partie plus philosophique de la vidéo. Pour la suite, je voudrais d'abord vous familiariser avec un concept très simple en musique qui est celui de mode. Globalement, même si on peut évidemment nuancer, on peut diviser toute la musique en deux modes. Le mode majeur qui va surtout porter les émotions en lien avec la joie, et le mode mineur qui sera porteur des émotions plus tristes. Pour le dire rapidement, ces effets de tristesse et de joie liés au mode majeur et mineur sont produits par les intervalles, c'est-à-dire par la différence de hauteur entre les notes d'une gamme. Pour la suite, on n'a pas besoin d'entrer forcément plus dans le détail des mécanismes des modes, il faut juste comprendre que la musique peut être divisée entre deux modes, le majeur et le mineur, c'est-à-dire entre la joie et la tristesse.
Voilà un petit exemple de la gamme de Do majeur. Et maintenant un exemple de la gamme de La mineur. Normalement, le premier exemple du mode majeur vous a inspiré quelque chose de plutôt joyeux, et le deuxième exemple quelque chose de plutôt triste. Et ce pourquoi je vous dis tout ça sur les modes, c'est parce que Mozart, à mon avis, précisément, c'est le maître du passage du mode majeur au mode mineur, ou inversement. Dans sa musique, la plus grande tendresse et le bonheur le plus profond laissent place parfois à des passages extrêmement tristes et agités. Regardez dans cet exemple, c'est flagrant. Là, on est dans une joie toute simple, presque enfantine. Et puis il y a une agitation. Et là, on bascule dans la tristesse. Voilà, et ça, c'est un effet qui est omniprésent dans l'œuvre de Mozart, et je résiste pas à vous faire visionner une analyse d'une des plus grandes professeurs de musique qu'est Nadia Boulanger, sur une autre œuvre de Mozart et sur cet aspect-là précisément de ses compositions. Alors chaque accord ouvre une perspective. Nous nous trouvons ici à Paris, chez Nadia Boulanger. L'œuvre qu'elle fait travailler, en insistant sur sa surprenante harmonie, est la fantaisie en ut mineur de Mozart. Elle essaie d'en faire percevoir à ses élèves la richesse de l'enchaînement des accords. Il va lentement, mais il a raison, il écoute. Et alors on croit qu'on est en mi bémol mineur. Et puis tout d'un coup, un élan de tendresse. Si majeur. Do dièse, au ténor. Ah, ça c'est mieux que tout à l'heure. Bon, et puis tout d'un coup, sol. Non, ré majeur, sol majeur, pardon. Et avec une autre expression. Tout d'un coup, un nouveau motif. Quelque chose d'autre. Et puis. Le nouveau si mineur reprend la dominante. Chronique. Dominante. Chronique. Ah non, tonique, 21 degrés élevé. Tonique dominante. Nous sommes sûrs que nous sommes en si mineur. Et puis. Pardon. Et quoi? En Ré majeur, on va en Ré majeur. En vers, oui, mais enfin, ça que tu le dises toi-même qui joues, ça, c'est naturel. Mais enfin, tout d'un coup, Ré majeur. Alors, il faut que l'oreille qui a entendu ah, si, et tout d'un coup, cette entrée dans ce Ré majeur, ça n'est pas seulement une entrée en Ré majeur. Et par quoi est-ce qu'on peut le définir? Je vais employer des mots, cette expression de tendresse, cette expression de tension, tout ça est faux. C'est seulement ce que la musique elle-même est. Dans cet extrait, Nadia Boulanger montre vraiment que la musique de Mozart est une musique qui ouvre plein de perspectives, qui passe facilement du mineur au majeur, de la tension à la tendresse. Et où est-ce que je veux en venir en vous disant tout ça? Eh ben, je vous dis directement le fond de ma pensée. Je crois que la musique de Mozart pointe en fait vers l'odyssée de toutes les existences humaines, avec leurs rebondissements, leurs périodes d'insouciance et de bonheur qui passent à des périodes d'angoisse et d'agitation. Et si on sait jamais où Mozart veut nous emmener, c'est parce que sa musique est directement inspirée de la vie humaine dont on ignore le devenir. Et je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus, je crois qu'on a tous plein d'exemples dans nos vies propres où on est dans une période de tranquillité, on se laisse porter par le bonheur, et tout à coup il y a quelque chose qui nous frappe et qui nous plonge dans l'agitation ou dans la tristesse. Ou inversement, des moments où on est au fond du trou, et quelque chose se manifeste et notre vie devient lumineuse. Et ben je crois que c'est précisément vers ça que pointe la musique de Mozart, l'aspect mystérieux et imprédictible du devenir de nos vies. Pour le dire de façon plus profonde,
La musique de Mozart est en fait à l'image de l'être humain. Elle est en pur possible qui a toujours la capacité de devenir autre qu'il est. Et souvenez-vous, dans la vidéo sur Bach, je vous disais que la production artistique devait toujours être associée aux affects de l'artiste. Et Mozart, précisément, ce qui caractérise son état affectif, c'est qu'il n'est jamais devenu adulte. Et comme l'enfant, il voit la vie dans toute la richesse des possibles. L'enfant, c'est celui qui se dit qu'il deviendra chevalier un jour, puis pompier le lendemain, puis médecin le surlendemain. C'est celui dont le rapport à l'existence est fondamentalement mobile. Et c'est ce regard d'enfant sur le monde qui a fait que Mozart a si bien su exprimer le tissu mouvant de l'existence et l'aspect profondément instable de notre devenir, avec ses drames, ses péripéties, ses occasions ratées, ses rencontres imprévues, qui composent tout ce mouvement instable qu'on appelle l'existence. Et quand on est adulte, on perd un peu conscience de tout ça. On fait des plans sur plusieurs années, on essaye de stabiliser les choses, de minimiser la dimension imprévue de nos vies, et c'est normal. Mais la musique de Mozart, et c'est comme ça que je la comprends, vient nous rappeler non pas que tout ça est vain, mais que l'imprévu se manifeste toujours et que notre trajectoire est toujours nimbée de mystère. Et on pourrait encore m'accuser de faire dans le lyrisme ou de faire des analyses tirées par les cheveux, donc pour créditer ma thèse, je vous donne un autre exemple qui vient de sa musique. Là, on est vraiment dans un bonheur insouciant. Et là, il y a un drame qui se produit. Et pour continuer d'argumenter cette thèse et pour vous montrer que Mozart lui-même vivait l'existence comme un mouvement imprévisible, je vous donne 2 citations de lui. La première, c'est dans le post-scriptum d'une lettre écrite à Johann Michel Puchberg où il lui demande de l'argent et où il dit à la fin « que je suis malheureux, sans cesse entre l'angoisse et l'espoir ». Et la seconde citation qui vient d'une lettre envoyée à son père « J'ai reçu vos 2 lettres, la première m'a fait pleurer de douleur et la dernière m'a apporté des larmes de joie ». Donc, on a bien un Mozart qui est pris sans cesse entre l'angoisse et l'espoir. Un Mozart qui, à 2 lettres d'intervalle, pleure de douleur puis succombe à des larmes de joie. Et je crois que c'est ça qu'exprime au moins pour une part sa musique, les grandes oscillations de nos vies entre l'espérance et le désespoir. En ce sens, je crois que c'est extrêmement utile d'écouter la musique de Mozart, puisqu'en fait, on tend à appréhender le monde avec notre intelligence, et pour reprendre les mots du général de Gaulle que lui avait inspiré le philosophe Henri Bergson, la nature de l'intelligence, c'est de considérer le constant, le fixe, et de fuir ce qui est mobile et instable. L'intelligence, elle veut enfermer le réel dans des catégories immobiles, et la musique de Mozart, elle nous rappelle justement que c'est un espoir dans lequel il ne faut pas totalement s'enfermer, que le réel, avec ses entrelacements de causes innombrables, vient toujours faire se manifester à nous des choses qu'il était impossible de prévoir. En ce sens, je dirais que si on devrait attribuer une devise qui exprime la musique de Mozart, ça serait « Memento omnia mutare », souviens-toi que tout change. Par conséquent, tandis qu'avec Bach, qui est le compositeur de la stabilité et de la tempérance par excellence, on était dans l'immobilité de Parménide, qui est un philosophe présocratique qui a pensé la stabilité des choses, leur éternité, leur dimension incorruptible, avec Mozart, on se trouve évidemment chez le philosophe Héraclite, pour qui tout est mouvement et où on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Et de ce fait, je crois qu'au moins à titre allégorique, on peut un peu opposer Bach et Mozart, avec un Bach parménidien, compositeur de la stabilité, et un Mozart héraclitéen, compositeur qui veut illustrer la mobilité des choses humaines. Et pour continuer cette dialectique entre Bach et Mozart, on pourrait aussi dire que tandis que Bach illustre une forme de transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse et qui serait presque au-delà du monde, Mozart au contraire produit une musique de l'immanence radicale, c'est-à-dire une musique qui peint les réalités humaines et qui exprime quelque chose de proche de nous et qu'on connaît tous. J'en profite du coup pour vous partager une citation d'Albert Einstein que je crois fausse, et c'est pas tous les jours qu'on peut contredire Einstein, donc je vais pas m'en priver. Il disait que la musique de Mozart est si pure et si belle qu'il la voyait comme un reflet de la beauté intérieure de l'univers. Mais il aurait dû dire ça pour la musique de Bach, parce que, et vous devez commencer à me suivre, la beauté de la musique de Mozart c'est plutôt un reflet de la beauté qui émane du mystère de l'existence humaine. C'est pas une beauté cosmique contrairement à la musique de Bach, mais une beauté qui est toute terrestre et organique. Et on pourrait même dire qu'il y a de ce fait une forme de tragique chez Mozart.
Et attention, quelqu'un de tragique, c'est pas quelqu'un de triste avec un destin malheureux. Quelqu'un de tragique, c'est quelqu'un qui voit le monde comme il est. Et en ce sens, la musique de Mozart, du fait qu'elle évacue toute forme de transcendance ou qu'elle n'est pas porteuse d'un grand idéal humain, comme ça peut être le cas dans la musique de Beethoven, on peut dire qu'elle a pour but de dépeindre l'homme tel qu'il est. Je le disais au début de la partie philosophique, la musique de Mozart est pointe vers l'Odyssée de l'existence. Mais elle ne nous propose pas une vision mythifiée de cette Odyssée, puisqu'elle en peint aussi les périodes de lassitude, les drames, les moments comiques, futiles et presque grotesques. Elle se propose simplement de décrire sous forme musicale le lot commun de toutes les vies, sans rien minimiser et sans rien exagérer. Et chez Mozart, ça a pu se voir dans les exemples qu'on a écoutés ensemble, les séquences musicales qui expriment des drames sont très souvent précédées ou succédées par des séquences légères et même on pourrait dire comiques. A priori, ça peut paraître anecdotique, mais j'ai envie de rapprocher ça d'une citation de Schopenhauer qui s'intègre très bien à notre propos. La vie de chacun de nous, à l'embrasser dans son ensemble et d'un coup d'œil, à considérer que les traits marquants, est une véritable tragédie. Mais quand il faut, pas à pas, l'épuiser en détail, elle prend la tournure d'une comédie. Chaque jour apporte son travail, son petit souci, chaque instant sa duperie nouvelle, chaque semaine son désir, sa crainte, chaque heure ses désappointements, car le hasard est toujours là, toujours aux aguets pour faire quelques malices. Pure scène comique que tout cela. Mais les souhaits jamais exaucés, les peines toujours dépensées en vain, les espérances brisées par un destin impitoyable, les mécomptes cruels qui composent la vie entière, la souffrance qui va grandissant et à l'extrémité du tout la mort, en voilà assez pour faire une tragédie. On dirait que la fatalité veut, dans notre existence, compléter la torture par la dérision. Elle y met toutes les douleurs de la tragédie, mais pour ne pas nous laisser au moins la dignité du personnage tragique, elle nous réduit dans les détails au rôle du bouffon. Et tout ça, c'est exactement la musique de Mozart. Une musique qui veut tellement dépeindre la réalité humaine qu'elle fait coexister la drôlerie et la souffrance, le tragique, cette fois-ci à comprendre dans le sens d'événements malheureux, avec le comique. Exactement comme dans nos vies où, comme le disait Schopenhauer, les bouffonneries viennent teinter nos grandes souffrances, et où nos moments tragiques coexistent ou sont complétés par de la comédie dans les petits détails. Et on va écouter un petit exemple, vous allez voir, c'est exactement ça. Là, on est dans une séquence comique, c'est même un peu rebondissant. Et tout à coup, de manière incompréhensible, la tragédie intervient. Et je peux vous assurer qu'une grande partie de l'œuvre de Mozart baigne dans le tragicomique. Il n'y a qu'à écouter Don Giovanni pour s'en convaincre. Bon, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, il y a finalement deux choses importantes qu'on peut tirer de la musique de Mozart et qui tiennent en quelques phrases seulement. La première chose, c'est que l'existence ne peut jamais s'extraire de l'imprévisible. Et la vie, fondamentalement, c'est le règne du changement. Pour s'en laisser convaincre, sauf peut-être pour les plus routiniers d'entre nous, il n'y a qu'à regarder la situation de nos vies il y a 1 an ou 2 et la comparer à maintenant. Normalement, sauf quelques constantes, il y a énormément de choses qui ont dû bouger. Et ce fait-là, la musique de Mozart vient nous le rappeler par ses changements incessants de mode et d'émotion. Et la deuxième chose, c'est que notre passage sur Terre est une comédie tragique. Et je me permets de vous donner un exemple de ma vie personnelle qui illustre bien ça et qui j'espère fera écho à quelque chose que vous avez pu vivre. Un jour où je me trouvais dans une grande mélancolie, je marchais sous la pluie en écoutant de la musique, vraiment la scène cliché. Et tout à coup, il y a une pub absolument grotesque pour une marque de yaourt qui s'est lancée sur mon téléphone sous fond de musique reggaeton. Donc en fait, tandis que je me voyais comme un personnage de grande tragédie, le hasard m'a ramené à ma condition d'humain, et ce yaourt m'a rappelé qu'en effet, ils sont bien rares les moments assez sublimes où le tragique peut exister sans son pendant comique. Et je suis sûr que des exemples de ce registre, on en a tous plein nos tiroirs. Pour conclure, je crois que la musique de Mozart est en fait une musique mémotechnique, qu'il est bon d'écouter régulièrement pour se rappeler tout ce qu'on vient de se dire. Elle vient nous rappeler, par des harmonies sublimes et d'une grande profondeur, que le devenir de nos vies est profondément mystérieux et que parallèlement, il est vain d'espérer vivre au-delà du tragicomique. Et de ce fait, en guise de commentaire final, je dirais simplement que de tous les compositeurs, Mozart est le plus proche des réalités humaines, si bien qu'on pourrait presque le qualifier de compositeur naturaliste,
puisqu'il nous peint, le plus fidèlement possible, des réalités communes à toutes les existences. Voilà, cette vidéo est terminée. J'aurais aimé parler un peu plus de ces opéras, mais j'ai quand même l'impression de vous avoir dit l'essentiel. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme pour la dernière vidéo, je vais vous mettre quelques citations sur Mozart. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.